Sylvain Lano, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation chez PSA. Et donc nous allons voir comment l'innovation est abordée au sein d'un grand groupe concurrentiel comme PSA. On a l'impression actuellement que l'automobile est un tournant. Jusqu'à maintenant, c'était vu comme un objet essentiellement technologique. Maintenant, on voit l'automobile plus dans son ensemble, son intégration au milieu des villes, des usages. Je suppose que vous êtes amené à travailler donc avec des personnes d'horizons et de cultures complètement différentes, pas forcément des ingénieurs, mais aussi peut-être des architectes, des urbanistes. Comment faites-vous pour fédérer tous ces cerveaux, toutes ces idées pour aller dans un but commun? Oui, merci. Dans ma fonction de directeur scientifique et des technologies futures, je suis amené effectivement à faire travailler des professionnels, des scientifiques de toute culture. Nous avons bien entendu un fonds d'ingénieurs et de scientifiques, mais aussi des gens qui sont effectivement du domaine de l'urbanisme, l'architecture, la philosophie, des sociologues, des ergonomes, très important les ergonomes. Et en fait, nous avons plusieurs lieux pour travailler ensemble. On a tout d'abord un think tank qui s'appelle l'Institut pour la ville en mouvement, qui est une association que nous supportons et qui nous est un réservoir d'idées, voire d'idées en rupture. Et puis nous avons aussi des Open Labs que nous avons installés en France et dans le monde. On en a 10 en France et 5 en Chine, un au Brésil. Nous avons aussi des cellules d'innovation qui sont là chargées de détecter les signaux faibles et de faire ce que nous appelons du scouting. Alors, qui sont les partenaires de ces Open Labs? Est-ce que vous faites appel à des universités? Oui. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement des concurrents qui viendraient aussi participer à la réflexion? Alors justement, là, il y a deux niveaux. Il y a le niveau, ce qu'on appelle, nous, de l'avance technologique, où là, nous ne travaillons pas avec des concurrents. Nous travaillons avec des entreprises qui ne sont pas du domaine automobile. Donc, ça peut être de l'aéronautique, de l'agroalimentaire et des télécommunications. Et donc, nous travaillons aussi avec des universités et des écoles d'ingénieurs. Nous les avons choisis à la fois pour la qualité de leurs travaux scientifiques, mais aussi pour leur ouverture. Alors ça, c'est le niveau avance technologique. Et puis, il y a un niveau qu'on appelle mutualisation, où là, on a intérêt, pour certains niveaux de maturité, on a intérêt à travailler avec des concurrents. Donc on travaille d'abord avec notre partenaire Renault en France, où nous avons des lieux de collaboratifs, un GIE de recherche. On a aussi nous avons créé un institut de transition énergétique qui s'appelle VDCOM, dans lequel Renault, Valeo, Atos et puis des PME, des universitaires travaillent ensemble. Voilà, donc nous avons plusieurs niveaux, soit compétitifs ou soit mutualisés. D'accord. Alors, ces universitaires, par exemple, vous allez les chercher, vous identifiez ceux qui travaillent dans des domaines qui vous intéressent, ou est-ce qu'une équipe peut venir vous voir en disant, voilà, on travaille sur tel sujet, ça nous intéresse, on aimerait éventuellement transférer notre technologie dans le domaine de l'automobile? Oui, effectivement, on rencontre les deux situations. Pour construire notre réseau, nous avons identifié des équipes dans le monde qui étaient susceptibles de bien travailler avec nous. Et on s'en réjouit, on a 4 ans de recul et on se rend compte qu'on avait fait les bons choix. Mais il y a aussi des équipes maintenant qui viennent nous voir, des universitaires qui viennent nous voir et qui nous proposent des partenariats. D'accord. Alors, l'automobile, on sait que c'est un secteur très concurrentiel. Est-ce qu'il n'y a pas une réticence à la base, justement, d'un grand groupe automobile à diffuser de l'information ou travailler avec des partenaires qui peuvent très bien transférer de l'information chez le concurrent? Ça a été le cas. Pendant longtemps, les groupes automobiles se suffisaient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils avaient suffisamment d'ingénieurs et de culture métier pour considérer qu'ils pouvaient générer leur propre innovation. Ce n'est plus le cas. Et ce n'est plus le cas dans le monde. Qu'on aille au Japon, en Allemagne, qui sont des grands pays de tradition automobile, ou aux États-Unis, ou en Chine, maintenant qu'un grand pays automobile, eh bien, tous les constructeurs, les gros, les petits, ceux qui gagnent de l'argent, ceux qui en gagnent moins, travaillent avec des universitaires. C'est indispensable. Après, pour le contrôle du savoir-faire, la confidentialité, nous avons des procédures. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est justement le fait de travailler avec des personnes de cultures complètement différentes.
vous devez avoir un fourmillement d'idées, des sujets de recherche qui partent un peu de tous les côtés. Ah oui. Comment vous faites remonter toute cette information? Comment vous arrivez à fédérer toutes ces recherches dans des domaines très variés? Ah oui, chacun de nos Open Labs est un générateur d'idées. Donc il en arrive des centaines chaque année et nous avons une structure interne pour les filtrer. C'est-à-dire que nous sommes à la fois ouverts parce qu'il ne faut surtout pas freiner la génération d'idées, mais à l'intérieur, dans notre structure d'innovation, nous avons un Innovation Lab pour lequel on sélectionne des idées susceptibles d'intérêt pour l'automobile. Alors on a un processus qui est lié à des niveaux de maturité technologique, qu'on appelle les Technology Readiness Levels, et qui est bien partagé dans d'autres industries, pas que l'automobile, et vient de l'aéronautique d'ailleurs ce système. La facilité de transfert. Voilà. Et donc pour 100 idées, on pourrait dire que 10 sont examinées sérieusement en innovation et une va émerger. D'accord. Ah, c'est terrible, il y a mais c'est vrai dans d'autres industries aussi. Donc c'est vraiment un système remontant. Ah oui, oui. C'est ce qu'on appelle le cône, le cône de l'innovation ouverte. D'accord. Avec d'ailleurs des voies parallèles. Toutes les idées n'entrent pas à des niveaux de maturité très faibles. On peut avoir aussi des propositions qui arrivent à des niveaux de maturité déjà avancés, qui viennent de start-up ou de PME. D'accord. Alors, qui trouve-t-on en haut du cône, justement? Là, c'est une équipe exclusivement PSA, ou est-ce que vous avez également à ce niveau-là d'autres partenaires? Pour sélectionner les idées entrantes, en quelque sorte, là, nous sommes exclusivement PSA. En revanche, pour les générer, là, c'est toute notre communauté qui a un nom, d'ailleurs on l'appelle Stellab, qui signifie Science and Technology Exploratory Lean Lab. Et c'est notre communauté internationale mixte, avec des universitaires, des startups et nos propres chercheurs qui travaillent dans nos Open Labs. D'accord. Alors, l'automobile, c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup de contraintes. Il y a les contraintes d'énergie, environnementales. Donc, ça fédère également vos sujets de recherche. Est-ce que s'il n'y avait pas toutes ces contraintes, les normes anti-pollution, etc., est-ce que c'est des sujets de recherche vers lesquels vous iriez de toute façon, ou est-ce que vous y allez un peu contraint et forcé par la nature des choses? C'est une bonne question. En fait, la nature humaine étant ce qu'elle est, et puis aussi la nécessité d'être rentable, parce que pour avoir un destin, il faut être rentable. Il est certain que certains investissements dans des développements technologiques ne seraient pas faits s'il n'y avait pas de contraintes. Ça, c'est clair. Il y a le cas important, avec un enjeu sociétal important, qui est celui des clean tech. Il est certain que nos ingénieurs, ils ont à cœur de développer des chaînes de propulsion qui soient le moins impactantes pour l'environnement. Mais ils y sont incités très fortement par les politiques, par les instances gouvernementales internationales d'ailleurs aussi, qui nous imposent des roadmaps, et heureusement que ces roadmaps existent. Alors ce sont des défis, ça nous oblige à investir énormément, mais c'est dans le bon sens, c'est pour faire des moteurs les plus propres possibles. Mais c'est clair que le réglementaire joue un rôle non négligeable dans l'effort d'investissement. Alors une rupture technologique également dans le domaine de l'automobile, c'est la connectivité. Jusqu'à maintenant, l'automobile était un objet individuel. Maintenant, on raisonne on commence à raisonner en réseau, où l'automobile serait un nœud du réseau. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va être amené à évoluer, se développer dans les années à venir? C'est clair. C'est clair, en fait, comme vous le dites, les voitures vont devenir les nœuds d'un réseau. Et nœuds d'ailleurs avec des flux d'informations bidirectionnels. Chaque véhicule va devenir en fait un capteur d'informations, on pourrait dire un aspirateur de data. Ça peut être des images, ça peut être de l'information de localisation, mais ça peut être aussi du comportemental qui va remonter dans un cloud, ou plusieurs clouds avec du traitement de données. Beaucoup d'interrogations sur la chaîne de valeur. Mais en même temps, c'est aussi un système qui va permettre du collaboratif, et en particulier, par exemple, d'imaginer des projets de mobilité communs entre plusieurs voitures. Vous êtes sur l'autoroute du Sud, vous détectez qu'autour de vous, dans le flux de véhicules, il y en a qui ont le même projet de mobilité que vous pour la journée. Par exemple, aller à Avignon, sortir à Avignon Nord. Eh bien, grâce à la connectivité, on va pouvoir créer une sorte de mobilité collective temporaire qui va permettre de partager des informations, de s'arrêter ensemble, de se rencontrer. C'est tout le positif de la connectivité.
Alors justement, quand on parle de ça, de partage d'informations, de connectivité, la question qu'on pourrait se poser, c'est quid du respect de la vie privée? Est-ce que sur ce genre de réflexion, vous travaillez avec des éthiciens également? Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Cette question du respect des informations personnelles, c'est une question que nous abordons, que nous traitons. Nous traitons aussi les questions de dérive qu'il peut y avoir. On s'est engagé aussi dans les questions liées à la cybersécurité, cybercriminalité, parce que à partir du moment où le véhicule devient connecté et quand il devient automatisé, il est clair qu'il faut assurer la sécurité des personnes à l'intérieur et éviter, par exemple, une prise de contrôle par un véhicule. On pourrait imaginer. Toutes ces questions, nous les traitons. Nous les traitons et il faut voir qu'actuellement, il y a des conventions internationales qui régissent l'utilisation des véhicules. C'est la Convention internationale de Vienne, une convention qui impose en particulier que pour l'instant que les conducteurs gardent le contrôle de son véhicule. Mais il est clair que cette convention internationale est en cours d'examen. C'est-à-dire il y a des amendements, il y a des équipes de juristes internationaux qui travaillent là-dessus. Et nous, du côté de l'innovation, il faut qu'on se prépare à toutes ces modifications, et en particulier la question du contrôle de l'information. On travaille sur le big data. C'est un sujet de recherche aussi pour nous. Alors justement, si les véhicules deviennent connectés, autonomes, est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, l'automobile devienne un objet générique où voilà, les contraintes sont les mêmes pour tout le monde, ce sera un moyen de se déplacer? Est-ce que ça ne va pas masquer les différences entre les différents constructeurs que l'on peut observer actuellement? C'est un sujet, c'est un sujet de débat. Il est clair qu'il peut y avoir des domaines d'application où le générique devienne à terme la règle, mais il peut y avoir du multigénérique aussi, parce qu'en fait, il y a de multiples besoins de mobilité. Mais en même temps, nous sommes convaincus que l'aspiration à la mobilité individuelle est si forte, et le plaisir aussi et la joie qu'on peut rencontrer dans cette aspiration à la mobilité fait que pour les utilisateurs, il y aura toujours le besoin d'avoir un véhicule distinctif. Mais la technologie nous permettra peut-être de créer cette distinctivité de façon temporaire ou éphémère, c'est-à-dire créer une enveloppe, une sorte d'enveloppe extérieure au véhicule sur une base générique. Et en réalité, nos voitures, comme celles de nos concurrents, sont de plus en plus construites sur des bases génériques. C'est l'approche modulaire. D'accord. Ce que l'on retrouve actuellement un peu sur tout le domaine des applications, du numérique, où on a une base commune, où chacun vient rajouter sa partie. Exactement. Comme pour le numérique, eh bien, il y a une modularité d'automobile. D'accord. Très bien. Merci, Monsieur Lano. Merci.